Bonsoir, toutes mes excuses pour le retard, quelques soucis techniques, mais quoi qu'il en soit, nous sommes là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le révérend Michel Ambouroué et je lance ce soir une nouvelle plateforme que nous avons dénommée Conversation, avec pour objectif de nous aider à avoir accès à la vérité sur plusieurs sujets importants qui forgent la société dans laquelle nous vivons. Ce soir, pour notre première conversation, nous avons le privilège de recevoir Madame Jessica Ikete, qui est orthophoniste et qui est basée aujourd'hui à Kinshasa. Donc, sans plus tarder, aidez-moi à la recevoir. Jessica. Bonjour. Bonsoir, bonjour, comment merci. ça va? Bonsoir, c'est vrai que c'est bonsoir. Oui, bonsoir, c'est je vais ici. très bien. Super. Je vais très bien. Encore une fois, très content de vous avoir. Merci encore d'avoir répondu présente à l'invitation. Et ce soir, nous allons parler donc des enfants, de l'éducation des enfants différents. Et avant de commencer, je veux vous laisser le soin de vous présenter parce que certaines personnes ne vous connaissent pas. Vous présenter et présenter qui vous êtes. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Donc, je suis logopède orthophoniste. Donc, j'utilise le mot logopède parce que je suis diplômée de Belgique et puis orthophoniste parce que j'ai travaillé aussi en France. Et donc, à Kinshasa, on retrouve un peu les deux terminologies, logopède, orthophoniste. Donc, je me suis dit, je crée un mot, logopède, orthophoniste. Donc, je suis présidente, en fait, d'une ASBL qui s'appelle Orthokin. ASBL qui signifie orthophonie, orthopédagogie à Congo-Kinshasa. C'est donc en fait une association qu'on a créée avec des parents. Donc voilà, dans les membres fondateurs, il y a des parents, des professionnels de la santé, d'éducation, communication, culture. C'était très volontaire de notre part. En fait, on voulait essayer de représenter tout un panel de la société. Je travaille aussi au centre médical Diamant, qui est donc un centre qui se situe ici à Kinshasa et à Lubumbashi. Voilà, et d'ailleurs je les remercie parce que donc voilà, ils nous apportent un soutien en termes techniques, etc. Voilà, donc je suis à Kinshasa depuis 2017. D'accord. Voilà, depuis 2017. En fait, j'avais pour idée de rejoindre. Donc, j'ai grandi en Belgique. J'ai habité aussi en France. Et puis, depuis 2015, j'avais très envie de pouvoir rejoindre donc le pays de mon papa parce que je connaissais le manque aussi au niveau de l'orthophonie et puis du suivi des enfants à besoins spécifiques. Et puis même notamment les adultes. Voilà, je pense que je me suis présentée brièvement. Donc, je suis aussi maître en psychomotricité. J'ai oublié de donner ce détail-là. Je suis aussi maître en psychomotricité. Voilà, merci beaucoup. Non, merci à vous. Pour rentrer pleinement dans le vif de notre sujet de ce soir, j'aimerais commencer en vous posant cette question suivante. On a donné pour thème à notre conversation l'éducation des enfants différents. Ma première question est la suivante. Pourquoi appelle-t-on ces enfants différents? Et qu'est-ce qui, selon vous, justifie l'accent qui est mis sur la différence? En d'autres termes, pour vous, qu'est-ce qu'un enfant différent? Et est-ce que nous pouvons aussi le considérer comme étant un enfant vulnérable? Ok, alors, donc il y a déjà deux choses que j'entends. C'est l'enfant différent, donc l'enfant vulnérable. Moi, je vais donner d'abord donc mon point de vue par rapport à ce que j'ai entendu ici à Kinshasa et les premiers événements de sensibilisation, etc. que j'ai créés. Je pense que la différence, en tout cas de ce que j'ai moi rencontré ici sur le terrain, la différence au départ, on la voit plutôt sur ce qui est visible. Donc l'handicap physique, l'enfant qui bouge beaucoup ou l'enfant qui fait du flapping, etc. Voilà, donc souvent on a jugé, souvent je trouve qu'on juge la différence par rapport à ce qui est visible. Après, très volontairement, nous, ici à Kinshasa, on a eu envie aussi de faire de la sensibilisation sur ce qui n'était pas visible, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que notre premier événement s'appelait « Allô, docteur, mon enfant n'aime pas l'école ». Parce qu'il y a toute une catégorie d'enfants aussi, notamment les enfants dyslexiques, dysorthographiques, les enfants avec des troubles déficitaires de l'attention, etc. Où moi, j'avais constaté qu'au final, c'était des enfants qui pouvaient beaucoup souffrir dans le milieu scolaire parce qu'on ne comprend pas pourquoi une fois ça va en classe, une fois ça va pas, etc. Et donc voilà. Alors je considère en fait que les enfants à besoins spécifiques, en effet, sont des personnes vulnérables, quel que soit le milieu dont ils sont issus au final. Voilà, parce que un enfant à besoins spécifiques, un enfant donc jugé différent, où on ne voit pas sa différence comme une richesse, c'est comme un talent.
au final, il peut beaucoup souffrir. Et donc, du coup, ça peut devenir un véritable handicap très pesant qui fait souffrir, un handicap social, etc. Et donc, voilà, du coup, je considère, oui, que l'enfant, quand il n'est pas compris, devient du coup une personne vulnérable. D'accord, merci beaucoup. Ma prochaine question est la suivante. Est-il possible, selon vous, d'élever de manière habituelle, donc par habituelle, j'entends générale, un enfant qui est considéré justement différent ou qui est considéré comme ayant des besoins spécifiques? Est-il possible de l'élever comme tous les autres enfants? Alors c'est vrai que chez nous, donc nous chez Orthokin, on prône vraiment beaucoup l'inclusion scolaire d'ailleurs, et puis l'inclusion même dans la société. Du coup, j'aurais envie de répondre que oui, c'est important de l'élever comme un autre enfant, de tenir compte de ses talents, essayer de voir ce qu'il aime et se rendre compte en fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec cet enfant et surtout ne pas le stigmatiser. Évidemment, il faut prendre conscience de ses faiblesses aussi, mais j'insiste beaucoup sur prenez conscience en tout cas des forces. Voilà. Nous, notamment dans notre cabinet, on peut très bien recevoir donc on a notamment des enfants autistes qui sont hyper talentueux pour la musique et qui composent de la musique. Et je pense que si on n'avait pas pris conscience qu'il y avait ce talent, voilà, je pense notamment à un enfant, à un grand, on n'aurait pas su au final qu'il avait ce talent de compositeur en fait. Voilà. Et puis donc il y en a qui peuvent très bien jouer au foot, etc. Évidemment, il faut tenir compte de la particularité de l'enfant, du handicap qu'il a, mais en tout cas, nous on prône vraiment l'inclusion. Voilà. Et donc voilà, ce sont des enfants qui font partie de la société et leurs différences doivent vraiment être vues comme une richesse. D'accord. Là, vous avez parlé de l'inclusion. La question qui est la mienne, c'est est-ce qu'il y a des pathologies, il y a des besoins spécifiques qui nécessitent que l'enfant soit placé dans un environnement spécialisé par rapport à son éducation? Alors, je ne peux pas vous répondre non. En effet, il y a des enfants qui doivent être placés dans des structures spécialisées. D'accord. Mais en tout cas, tant que l'enfant peut rester dans une école ordinaire et tant que l'école a les compétences, l'infrastructure pour le faire et que les équipes sont ouvertes, autant le faire. Mais évidemment, il y a des enfants qui sont plutôt du ressort de l'enseignement spécialisé. C'est différent en fonction de chaque enfant. Voilà, il y a plein d'alternatives différentes. Mais évidemment, il y a des freins dans nos pays comme dans tous les pays. Mais évidemment, dans nos pays ici en Afrique, il y a des freins. Il y a des freins à tout ça. D'accord. Bon, pour les parents qui sont connectés ce soir, ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre plus tard, comment éduquer son enfant de telle sorte que le besoin spécifique qui est le sien n'affecte pas sa vision de vie ou son envie de réussir? Qu'est-ce qu'un parent doit mettre en place dans l'éducation de son enfant pour ne pas freiner l'envie de cet enfant, quelle que soit la vision qui peut être la sienne plus tard? Vous avez parlé de musique ou de sport, mais comment faire pour un parent? Comment est-ce qu'un parent peut élever son enfant de telle sorte que sa vision de la vie et son envie de réussir ne soient pas affectées négativement? Alors déjà, moi je pense que le parent doit... Donc voilà, moi-même je suis parent et je suis aussi parent d'un enfant à besoins spécifiques. Et il y en a aussi dans ma famille. Je pense déjà qu'on doit accepter la différence de l'enfant. On est dans une société où on aime que tout le monde se ressemble, etc. Mais en fait, on est tous différents. Donc la première chose, c'est d'accepter la différence de l'enfant. Pour accepter cette différence de l'enfant, c'est clair qu'il y a un cheminement. Et un des premiers cheminements, c'est déjà de consulter des spécialistes. Parce qu'un spécialiste, il est capable de faire des bilans et de montrer les forces et les faiblesses de l'enfant. Et donc, du coup, d'accompagner le parent aussi dans ce qu'il y a de positif à mettre en place, en fait. Voilà, je pense que c'est déjà la première démarche. Et puis, être à l'écoute, ne pas hésiter à entrer en contact avec d'autres parents d'enfants à besoins spécifiques. Et entrer en contact même via les réseaux sociaux, etc. S'informer, voilà. Dans l'ensemble, je pense que c'est ça. D'accord. Et donc surtout, l'intégrer dans la famille, parce que dans chaque famille, voilà, il y a des enfants, donc l'intégrer dans la famille, etc. Ok. Je suis personnellement très attaché aux mots
et aux actions. Oui. Bon, je considère que les mots ne sont pas neutres et les actions non plus. Donc ma question existe-t-il des mots, des gestes et attitudes à totalement proscrire de l'éducation d'un enfant à besoins spécifiques? Et je veux développer. Je parle bien entendu de plus que les parents. Je fais référence aux enseignants, au personnel médical et à toutes les personnes qui, de près ou de loin, vont avoir un rôle dans l'éducation de cet enfant. L'une des choses que vous dites, et je vais vous citer souvent, c'est ceci. Parents, nounous, professionnels de la santé, de l'éducation, de la communication et de la culture, collaborons ensemble pour le bien-être de nos enfants. Fin de citation. Donc, est-ce qu'il existe des choses que toutes ces personnes que vous appelez à la collaboration en ce qui concerne l'éducation de nos enfants doivent proscrire de leurs gestes, de leurs attitudes ou de leurs mots, de leurs discours? Oui, vraiment, il y a des mots en fait. Déjà, il y a des mots qui sont assez violents, bon voilà, qui existent dans toutes les langues. Donc tous les mots assez violents qui étiquettent. Voilà, je crois qu'ici à Kinshasa, bon, je prononce pas bien, mais voilà, il y a des enfants qu'on nomme Kizengi, je pense. Voilà, c'est ça. Donc tout ça sont des mots assez violents qui étiquettent, voilà, enfin traiter l'enfant de fou, ou l'enfant pas normal, etc. Enfin, je pense que ce sont des mots à pas utiliser. Et puis moi, ce qui m'a personnellement choqué, c'est vrai, quand je suis arrivée à Kinshasa, c'était moi, j'ai vu de la violence, en tout cas, ce que je perçois comme de la violence, de la violence éducative, dans la façon de parler à l'enfant. Voilà, c'est pas parce qu'un enfant, par exemple, ne parle pas ou est agité qu'il faut se montrer violent dans les gestes ou dans la voix ou dans l'intonation de la voix, etc. Au contraire, ils ont besoin d'être beaucoup valorisés, accompagnés, sentir aimer, surtout sentir hyper important, voilà, et qu'on soit professionnel de la santé, de l'éducation, voilà. Et c'est pas parce qu'on a du mal à comprendre l'enfant qu'il faut pas aller à sa rencontre. Et voilà, et c'est important de ne pas étiqueter, en tout cas, de se dire oui, mais ça, il est pas capable de faire, voilà, il est différent. Oui, il n'est pas assez intelligent. Ce mot-là sort souvent. Il n'est pas assez intelligent. Et puis aussi, notamment, oui, ce qui me revient en tête, c'est que lorsque nous avons eu des émissions, notamment sur Radio Okapi, ce qui est souvent sorti de la part de parents, c'était voilà, mon enfant, il n'est pas normal, il est sorcier. Je suis allée voir le pasteur, lui-même a dit que mon enfant était sorcier. Voilà, et donc voilà, il y a même des parents qui ont pu dire qu'ils avaient deux enfants sorciers à la maison, etc. Et non, je pense que c'est des mots qui étiquettent et qui sont très violents. D'accord, merci beaucoup. Oui. Par rapport au... Bon, vous avez dit que vous avez, je pense, évolué en Belgique et en France. Et aujourd'hui, vous êtes basé à Kinshasa, donc en Afrique. Quelles sont les pathologies auxquelles vous avez été le plus exposé? Bon, j'utilise le mot pathologie et je ne suis pas un spécialiste, donc, mais quelles sont les pathologies auxquelles vous avez été le plus exposé en Afrique? Et selon vous, à quoi est-ce que c'est dû? Avant que vous ne répondiez à cette question, je vous en pose déjà une autre, parce que dans mon esprit, je veux essayer d'aider le plus grand nombre. Est-ce que selon vous, il y a des pathologies qui sont fonction du continent, de la couleur de la peau, ou oui, de l'endroit ou de l'environnement dans lequel on évolue? Alors, il y a bien des enfants qui se sont présentés à mon cabinet ou même au centre Diamant où je travaille, où les pathologies étaient typiquement africaines. Genre, j'ai pu avoir des enfants drépanocytaires qui avaient aussi des difficultés d'apprentissage, par exemple. Donc là, je pense que c'est, voilà, j'en ai jamais rencontré, moi, en Europe. J'en ai plutôt rencontré ici en Afrique. Ou des enfants albinos, voilà, par exemple. Après, je trouve qu'on a eu tendance à m'envoyer beaucoup d'enfants pour des bilans en cas de suspicion d'autisme. Et encore, parfois, c'était pas forcément des enfants autistes selon moi, mais voilà, donc tendance à m'envoyer beaucoup plus d'enfants autistes. Et puis, voilà, comparé à l'Europe, on me réfère aussi souvent des enfants très jeunes, beaucoup plus jeunes. J'avais pas autant d'enfants jeunes en fait en Europe, donc on peut très bien me référer des enfants qui ont 2 ans même en fait. Et quand on me les réfère, c'est justifié en fait. Voilà, mais je pense que c'est parce que c'est des parents aussi qui suivaient peut-être beaucoup
tout ce qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, etc. Qui se sont dit on peut agir de façon préventive. Et après voilà, je cache pas, je travaille aussi. Il y a une partie de la population avec laquelle je travaille qui est plus sensibilisée donc par le biais des écoles, parce que j'ai aussi des enfants qui sont d'écoles expatriées ou qui sont enfants de parents qui sont peut-être un petit peu plus nantis. Et donc du coup, oui, on m'envoie aussi des enfants avec des troubles spécifiques des apprentissages. Voilà, c'est très vaste, mais côté, on va dire, mais on a tendance à m'envoyer quand même des enfants avec des pathologies peut-être un petit peu plus lourdes, en fait. Voilà, qu'en Europe. D'accord. Alors oui, excusez-moi, il y a encore autre chose que je voudrais rajouter. Oui, il y a aussi des enfants avec des enfants IMC, etc., ou des enfants où voilà, il y a eu une naissance compliquée. Ça revient souvent. C'est quand même des naissances compliquées. Et du coup, ça questionne aussi sur le suivi des grossesses, etc. Voilà. Et c'est plus long avant que les mamans nous racontent même leur accouchement, en fait. Mais voilà, ça revient souvent, en fait, aussi. Ok. Donc, si j'ai bien compris, avant de passer à la prochaine question, c'est que parmi les pathologies que vous avez le plus rencontrées en Afrique, vous considérez que certaines des causes de ces pathologies sont dues à un mauvais suivi des grossesses? Il y a un nombre d'enfants où on se questionne sur le suivi de la grossesse ou le moment où la maman a accouché, en tout cas. Voilà, moi c'est mon sentiment, d'accord? Donc c'est ma constatation personnelle. D'accord. Merci beaucoup. Quelles sont les pathologies qui sont encore regardées comme étant tabous en ce qui concerne notre continent ou Kinshasa, mais je parle du continent à une plus large échelle? Quelles sont celles qui sont considérées encore comme étant des pathologies, bon, on parle de maladies parfois, mais qu'on ne devrait pas prononcer ou qu'on garde cachées? Et pour ces pathologies-là, est-ce que l'handicap ne viendrait pas plus d'un problème de mentalité que d'infrastructure? Alors, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Donc, en effet, il y a des enfants qu'on cache. Les enfants autistes, il y a des enfants autistes qui sont cachés. On a des enfants aussi ou des enfants trisomiques aussi. Je sais que des mamans m'ont avoué en fait qu'elles avaient caché l'enfant au départ, etc. Voilà, c'est plutôt, je dirais que c'est plutôt, voilà. Donc c'est les deux pathologies qui me viennent en tête. Après, les autres enfants, on va peut-être pas les cacher, mais les hyperactifs, on va peut-être pas les cacher parce que au final, voilà, on les serre très fort, on va dire. Voilà, c'est une éducation qui est un peu différente. Et puis, il y a des enfants qu'on ne cache pas, mais qu'on va pas envoyer à l'école, par exemple. Il y a quelques jours, j'ai reçu le message d'une maman qui me disait Madame Jessica, je vais plus mettre mon enfant à l'école. Il a 4 ans, il parle pas, ça sert à rien de payer l'école puisqu'il parle pas et qu'il peut pas suivre, quoi. Voilà. Donc, quelque part, c'est aussi une façon de cacher l'enfant, quoi. On l'envoie pas à l'école parce qu'il parle pas et voilà, quoi, et qu'il sera pas capable de suivre. D'accord. Bon, je veux poser la question, puisqu'on a encore du temps, je veux poser la question par rapport aux parents, justement. Est-ce que c'est possible d'être un parent, je vais utiliser un mot, normal, avec un enfant différent, ou est-ce qu'il y a obligatoirement une mutation que connaît le parent qui accepte de faire face à la différence de son enfant? En d'autres termes, est-ce qu'un parent ayant un enfant à besoins spécifiques n'a pas besoin d'évoluer pour justement répondre aux besoins spécifiques de son enfant? Alors oui, je pense qu'un parent qui a un enfant à besoins spécifiques, évidemment, va évoluer. Et je dirais comme pour n'importe quel autre enfant, logiquement, chaque enfant qu'on a, en fait, voilà, qu'on a, nous fait évoluer. Et évidemment, un enfant à besoins spécifiques va te permettre d'être conscient de plein de choses, d'aimer encore plus l'enfant, et donc du coup, ça t'apporte du positif parce que en aimant davantage ton enfant, avec toute sa différence, ça t'amène aussi à accepter en fait les autres aussi, en fait. Voilà, donc oui, évidemment, ça fait évoluer. D'accord. Est-ce que vous considérez qu'un parent a besoin de formation ou d'éducation par rapport à la pathologie de son enfant? Dans le sens où
et je ne sais pas si c'est juste. Comme j'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, mais de ce que je vois de la nature humaine, et particulièrement dans nos pays, c'est que très souvent, les parents sont considérés comme n'ayant jamais tort. Et parfois, comme ils n'ont jamais tort, ils ne considèrent pas qu'ils doivent muer ou évoluer ou changer. Ma question, c'est est-ce que les parents ont besoin de formation aussi? Alors, la réponse est oui. Les parents ont besoin de formation. Et les parents ont vraiment besoin de formation, comme pour tout autre enfant, mais encore plus. Voilà. Et d'ailleurs, on mise beaucoup là-dessus, nous, chez Orthokin, parce que donc il faut se rendre évident qu'il y a un manque cruel de professionnels dans le secteur. Et donc, évidemment qu'on doit collaborer avec les parents. Et en termes de collaboration, il y a ces formations qui sont hyper importantes. Et les parents qui se sont formés de façon autodidacte ou en allant à la rencontre des professionnels, spontanément, il y en a qui forment d'autres, en fait, au final. Voilà. Et qui forment même des pros, même. Voilà. Donc, oui, évidemment. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai cité lorsque vous indiquiez qu'il fallait que nous collaborions, les parents, les professionnels de l'éducation, de la communication, de la culture. Sur vos réseaux ou sur vos supports de communication et les réseaux sociaux, nous voyons que vous collaborez. Donc le Centre médical Diamant, les écoles de Kinshasa, dans quelques écoles internationales. Que pouvez-vous dire de collaboration? Alors c'est vrai que moi j'ai essayé de collaborer avec, mon équipe et moi on a essayé de collaborer avec un maximum de personnes, de structures, etc. Parce qu'on veut un impact en fait sur la société. Et puis voilà, on va pas le cacher. C'est important, par exemple, de collaborer avec des structures comme le Centre médical Diamant, parce que il y a des gens, par exemple, qui ont donc il y a plusieurs raisons. La première, on va pas le cacher, ces centres sont souvent conventionnés. Et donc, du coup, s'il y a besoin de passer même d'autres examens autour de la logopédie orthophonie, parce que les logopèdes orthophonistes ne travaillent pas seuls, eh bien, ça pèse moins aussi, on va dire, sur le budget du parent s'il a une couverture de soins. Et puis, le fait d'être dans une structure de soins, comme je vous le dis, on a du coup d'autres pros et c'est plus facile. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on collabore avec les écoles? C'est très simple, c'est parce que déjà, nous, on a la conviction qu'il n'y aura jamais assez d'écoles spécialisées sur Kinshasa ou dans le Congo et que les enfants à besoins spécifiques certains enfants à besoins spécifiques sont déjà dans les écoles. Et donc, du coup, aller à la rencontre des écoles, informer, sensibiliser, former les enseignants, du coup, ça apporte un bénéfice pour ces enfants jugés différents, mais pouvoir s'adapter à un enfant jugé différent, au final, ça apporte beaucoup de choses à tout le reste, en fait, de la classe et même de l'école, en fait. Parce que quand on s'adapte à un enfant à besoin spécifique, il y a une autre ouverture, il y a une autre façon de mettre les choses en place. Et nous constatons en tout cas que les écoles qui sont ouvertes ont aussi, du coup, des pédagogies qui aident les autres enfants à évoluer au mieux. Voilà. Alors, évidemment, on collabore aussi avec tout ce qui est milieu culturel parce que, voilà, on crée, on va pas le cacher, on crée du matériel. Ça nous permet de communiquer plus facilement, par le biais de chansons, etc. Et donc d'être rendu familier aussi. Voilà. Et puis pareil en termes de communication, voilà, c'est très lié aussi à la culture. Et le grand défi, c'est d'informer, de former, de parler, de communiquer. Pour abattre les tabous en fait, voilà, pour abattre les tabous. Et d'ailleurs, c'est volontaire aussi si j'utilise les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont plus accessibles en fait. Voilà, WhatsApp, on l'utilise quand même en Afrique, Facebook, on l'utilise. Et puis il y a parfois des gens qui n'osent peut-être pas parler de façon privée sur WhatsApp, mais qui suivent toutes les publications. Et un jour, ils sortent entre guillemets de leur cachette et puis ils se mettent à nous parler et puis à nous consulter et voilà. Et donc c'est impératif de collaborer ensemble. Et j'ai beaucoup insisté aussi sur les nounous. D'ailleurs, nous avons fait le choix de collaborer avec les nounous parce que parfois on demande aussi des choses difficiles en fait aux nounous. Et donc il faut aussi, les nounous sont aussi des figures parentales. Et puis parfois les nounous sont pas non plus du même milieu
sociales, on va dire, que les parents. Et donc, du coup, elles ont besoin d'être accompagnées. Et moi, je constate notamment, la nounou, par exemple, de mon bébé a participé à certaines formations, etc. Et du coup, son attitude a totalement changé. Et ce qu'elle a appris, d'ailleurs, elle le dit sur une vidéo sur Facebook, ce qu'elle a appris, elle l'a pas gardé pour elle. Elle l'a en fait communiqué à d'autres. Et ça, c'est génial parce que c'était un grand défi. Et n'oubliez pas que par rapport aux enfants à besoins spécifiques, il y a tout l'aspect prévention, sensibilisation. Plus tôt on sait comment mettre les choses en place, mieux c'est en fait. D'accord. Ok. Avant justement de rentrer dans peut-être un peu plus dans ce qui est formation ou infrastructure, j'aimerais vous poser 2 questions par rapport à des pathologies que vous avez relevées, souvent comme étant tabous, comme étant des pathologies récurrentes. Au niveau de l'Afrique, vous avez parlé de l'autisme. Juste, du moins rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, j'aimerais que vous puissiez nous indiquer qu'est-ce que l'autisme, quels en sont les symptômes et quelle devrait être la bonne attitude des parents face à cette pathologie. Bon, voilà, en fait, dans l'autisme, voilà, il y a un trouble de la ça s'appelle, nous, en tant qu'orthophonistes, on ne va pas poser le diagnostic d'autisme. On va voir que l'enfant qui vient chez nous en bilan, il a un trouble de la communication et de l'interaction. Voilà, il regarde pas dans les yeux. Voilà, il a l'air dans son monde. Il peut faire du flapping, etc. Voilà. Et donc du coup, nous on pose nos diagnostics d'orthophonistes. On observe, voilà, on observe du coup certaines choses. Voilà, mais c'est le médecin en effet qui pose le diagnostic. Et rappelez-moi la question que vous m'avez posée parce que je ne sais plus. Quelle devrait être la bonne attitude des parents face à l'autisme? Alors la première attitude, c'est d'en parler en tout cas au médecin le plus proche, le médecin qui a l'habitude de voir l'enfant. Voilà, ça peut être un médecin de famille, un médecin généraliste. De là, le médecin va référer vers différents professionnels. Sachez que voilà que en ce qui concerne l'autisme, il y a un bilan du langage qui est important à faire. Il y a peut-être aussi un bilan psychomotricité, etc. Et donc l'enfant peut être vu aussi par le pédopsychiatre ou le neuropédiatre. Et donc je pense que la première attitude, c'est d'en parler à son médecin généraliste. Et si on est à l'école, pourquoi pas aussi en parler à l'enseignant, parce que parfois il y a des enseignants qui ont été informés sur le sujet. Mais la première attitude, c'est d'en parler en tout cas à un pro. Et ce pro va pouvoir référer. Après, voilà, il y a des parents qui ont checké toutes les caractéristiques de l'enfant autiste, etc. Ben voilà, pourquoi pas. Mais surtout, c'est pas le parent qui peut poser le diagnostic, bien qu'il a beaucoup d'éléments à donner, au pro. Mais première attitude, voilà, j'insiste, c'est aller voir un professionnel. Parce que voilà, parfois aussi il y a eu l'étiquette autiste parce que l'enfant fait de l'écholalie, voilà, ne regarde pas beaucoup dans les yeux, ne parle pas, s'intéresse par exemple qu'à la télévision, ce genre de choses. Et en Afrique, donc en France, il y a eu beaucoup de polémiques autour d'une pédiatre qui parlait d'autisme virtuel, donc de ces enfants qui sont beaucoup devant les écrans et qui du coup ne mettent pas en place tout ce qui est communication, interaction. Je vous avoue que quand moi j'étais en France, je croyais pas beaucoup à ça. Et au final, j'ai rencontré beaucoup d'enfants de ce style, en tout cas ici à Kinshasa. Des enfants dont la nounou est quasiment la télévision. Et puis il y a des croyances, quoi. C'est que quand on met un enfant devant la télévision, devant un bon français, il va bien parler le français, mais voilà. Voilà. Donc du coup, bien faire attention quand même à ces caractéristiques d'enfants autistes, en fait. Mais il y en a vraiment. Je veux vous interrompre là. C'était pas dans mes notes, mais je vous interromps là parce que je pense que vous dites quelque chose d'important. Est-ce que vous déconseillez donc le fait d'exposer régulièrement les enfants aux écrans, tablettes, téléphones, télévision à un certain âge? En fait, quel devrait être l'équilibre? Parce que vous avez dit parfois, vous avez parlé des nounous qui parfois laissent les enfants devant les différents appareils, mais parfois ce sont les parents, parfois c'est fait dans un état d'ignorance. Donc, qu'est-ce que vous conseillez et comment développer cet équilibre? Alors, donc, j'aurais envie de dire que l'écran est totalement à proscrire, mais c'est très compliqué. Parce que, justement, en matière d'infrastructure, il y a beaucoup de parents qui vivent en appartement,
qui vivent pas dans des parcelles, etc. On a un peu oublié aussi la notion de jeu. Et puis, on demande beaucoup de choses aux nounous. Et les nounous, elles n'ont pas le temps de jouer, elles savent pas comment jouer. Mais en tout cas, l'écran est à proscrire. Maintenant, s'il y a l'écran et qu'on a envie de mettre une comptine pour enfants, etc. Oui, apprendre les comptines, imiter les gestes des comptines, c'est important. Mais en tout cas, pas l'enfant seul face à l'écran. Il faut au moins l'adulte qui est là, qui commande, qui accompagne. Après, je vais pas dire qu'on doit totalement enlever genre la tablette. Il y a des applications sur tablette où on va avoir des jeux où on entend des bruits familiers, des bruits d'animaux, des bruits de la maison, des images qui sont là, etc. Du coup, si c'est accompagné, ça peut être intéressant. Surtout que, en tout cas, nous ici au Congo, on manque de beaucoup de matériel en fait. Il n'y a pas beaucoup de matériel de jeu et on ne sait pas toujours non plus comment inventer le matériel. D'ailleurs, je me permets de bifurquer vers quelque chose. C'est pour ça que, au sein d'Orthokin, on a créé beaucoup de groupes sur Facebook. D'accord. Voilà, notamment Lude Orthokin, Psychomodkin, etc. Et on utilise donc aussi Pinterest. Parce que c'est dans le but, en fait, de montrer aux parents aussi ce qu'il est possible de créer comme matériel à partir de choses de récupération. Parce qu'on a un peu perdu la notion de jeu, en fait, hein. On voit l'apprentissage, le développement de l'enfant comme quelque chose d'ultra sérieux, en fait. Voilà, alors que voilà, l'amusement est important. Oui. D'accord. Avant de permettre que les personnes qui sont connectées puissent poser leurs questions, parce que je crois qu'il y en a quelques-unes, j'aimerais vous en poser encore deux, et ensuite je passerai la parole à ceux qui sont connectés et bien sûr qui ont des questions. La première que je vais vous poser, ou l'avant-dernière, c'est liée aux structures pour l'éducation des enfants à besoins spécifiques. Au Gabon, je considère qu'il n'y a pas assez de structures qui existent pour l'éducation des enfants à besoins spécifiques. Les thérapeutes que je connais essaient, en collaboration avec les écoles, vous avez parlé d'inclusion tout à l'heure, d'inclure les enfants dans le système existant. Mais dans le contexte africain à une plus large échelle, qu'est-ce qui devrait, selon vous, être mis en place par nos gouvernements en termes d'infrastructures pour permettre aux parents de répondre efficacement aux besoins de leurs enfants? Bon, il y a une réalité, c'est que, voilà, par exemple, en termes d'infrastructure, on n'a pas des écoles avec, vous voyez, les locaux sont pas adaptés, etc. Alors nous, c'est vrai que chez Orthokin, on a commencé à s'intéresser un peu au concept d'école sans mur, inspiré même d'une maman. Voilà, d'une maman, je vais la citer d'ailleurs, hein, c'est une maman qui a créé une ASBL qui s'appelle Les Enfants de la Chance. Voilà, parce qu'on s'est dit, on doit trouver des solutions, en fait. Voilà, et montrer, en tout cas, qu'on peut apprendre même en dehors d'un local, et ça aiderait beaucoup. Après, il y a quand même une grande problématique aussi, c'est qu'un enfant à besoin spécifique, il coûte très cher. Il coûte très cher aux parents. Qu'est-ce que vous entendez par très cher? Voilà. Quand je dis qu'il coûte très cher, c'est que on sait très bien qu'il y a des enfants à besoins spécifiques quand ils sont inclus dans les structures existantes, par exemple, qui ne sont pas spécialisées. Il y a besoin que l'enfant soit accompagné d'un adulte, quoi, d'un auxiliaire de vie scolaire, par exemple. Voilà, d'un AVS. Donc ça coûte. Voilà. Et puis, il y a besoin de renforcer les équipes, et donc du coup, il y a des impératifs au niveau formation, et il y a plus d'un parent qui paie au final les formations lui-même, quand c'est possible, en fait, même à l'enseignant, etc. Voilà. Voilà en gros. Alors un truc quand même qui aiderait beaucoup, c'est déjà que la scolarité puisse être gratuite pour ces enfants. D'accord. Et quand je dis ça, ça me fait même très peur de dire que la scolarité soit gratuite, parce que oui, la scolarité doit être gratuite, mais il faut que les enfants soient bien accueillis. Tout à fait. Voilà. Alors par exemple, il existe des centres à Kinshasa, certains centres où les parents nous évoquent des choses, hein, où ce sont des grands espaces où les enfants sont mélangés, quelle que soit leur pathologie, etc. Alors, il y a des enfants qui évoluent dans ce genre de structure, parce que peut-être qu'à la maison, enfin moi, mon explication avec certains parents, même de l'association, etc., c'est que ces enfants, quand ils étaient à la maison, ils vivaient dans des milieux peut-être plus clos, avec moins de stimulation, et quand ils arrivent dans ce genre de structure, ils évoluent. D'accord. Après, il y a des enfants qui vont dans ces mêmes structures, mais qui n'évoluent pas parce qu'à la maison, on leur apportait déjà une stimulation différente. Voilà. Et donc, voilà, la première chose, je pense, c'est
que la scolarité soit gratuite. Deuxième chose, c'est pas qu'une question d'infrastructure, c'est que qu'il y ait formation des pros qui accompagnent ces enfants à besoins spécifiques. Et puis, voilà, donc Orthokin a lancé pour défi lors de sa dernier événement de sensibilisation, c'est si on s'inspirait peut-être un peu plus de l'éducation ancestrale africaine. Et le but, c'était de peut-être chercher des pistes, voilà, même en ce qui concerne tout ce qui était école sans mur et pédagogie en fait alternative. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Ma dernière question, avant de permettre à nos internautes de poser les leurs, est la suivante. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pasteur et étant pasteur, je suis régulièrement en contact avec l'être humain. L'une des choses que j'ai réalisées, c'est qu'il est impossible de faire face aux défis de la vie sans une dose de foi. Même si cette foi est orientée vers une divinité, ce que je crois, c'est qu'il faut que tôt ou tard, la personne qui fait face aux défis croit en elle. Et la question que j'ai par rapport à l'éducation de nos enfants différents, c'est est-ce qu'il est possible de réussir l'éducation de nos enfants à besoins spécifiques sans réellement croire en nous en tant que parents, mais aussi et surtout croire en nos enfants en tant qu'être humain et étant capable, en tant que personne étant capable de réussir. Est-ce que sans la foi, vous pensez que l'éducation de ces enfants à besoins spécifiques va être fructueuse? C'est clair qu'il faut la foi, en fait. Voilà, moi, j'en suis convaincue. Et voilà, en tout cas, il faut savoir aussi que quand on a un enfant à besoins spécifiques, voilà, je vais pas cacher mes croyances. Voilà, je suis chrétienne. Je pense aussi que Dieu nous donne un enfant qui nous permet d'apprendre des choses, en fait. Et donc, il nous donne un enfant qu'on est capable de faire évoluer, d'accompagner. Et donc, du coup, il nous donne un enfant qui nous permet aussi de grandir soi-même. Et donc, évidemment qu'il faut croire en son potentiel, en ce qu'il a mis en nous, en fait, pour faire évoluer aussi cet enfant. Et cet enfant nous renvoie, de toute façon, l'image que nous aussi, on a plein de potentiel et plein de choses à mettre en place. Voilà. Et donc, évidemment, la foi, il le faut, la foi est hyper importante pour le parent, pour l'enfant à besoins spécifiques. Et j'ai envie de dire pour l'équipe enseignante, pour l'équipe de pros. Et donc, évidemment, réussir des choses même en Afrique, il faut vraiment une grande dose de foi en tout cas. Voilà, parce que voilà. Et en tout cas, donc ce message de foi est important parce que moi, ce qui m'a fait venir en tout cas à Congo-Kinshasa, c'est aussi que lorsque j'étais en Europe, je rencontrais des parents donc congolais qui au final laissaient tomber tout ce qu'ils avaient au Congo pour pouvoir aller en Belgique, en France, enfin voilà, ou ailleurs. Et donc ils laissaient tomber leur situation. Du coup, ils se retrouvaient en situation difficile en Europe. Et puis voilà, l'Europe, c'est pas le continent où il y a forcément tous les miracles en fait. C'est possible de mettre les choses en place là où on est. En tout cas, on a le devoir de mettre des choses en place aussi en fait. Voilà. Et on a le potentiel et il faut croire en nous. On a beaucoup de choses. On a la musique, on a l'art. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses de l'ordre de la médecine naturelle. Voilà. Il y a des courants où on parle de neuronutrition. Moi, je pense qu'il y avait déjà des choses qui existaient, en tout cas ici même au niveau ancestral, et donc voilà quoi. D'accord. Merci beaucoup. Moi, j'ai fini avec mes questions pour ce soir, et j'aimerais prendre les questions de nos internautes maintenant. Mon équipe va m'aider. En fait, j'ai quelques questions devant les yeux, et je vais répondre aux questions. Du moins, je vais relire certaines des questions. Ce serait bien que mon équipe technique m'aide. Parce que je ne vois plus mon invité. Ok, je vois une question qui est posée. Je pense que c'est la dernière qui a été posée. Elle a été posée par Maëlys BN. Ces enfants sont bien souvent refusés en milieu scolaire. Comment les accompagner ? Alors, oui, ils sont refusés donc par certaines écoles, mais il y a des écoles aussi qui sont partie prenante, et donc je pense, voilà, j'insiste beaucoup, c'est important d'aller voir un pro ou si c'est pas possible de voir un professionnel, de voir au moins
quelqu'un qui représente une association, par exemple, comme Orthokin, qui peut accompagner le parent et donc aller informer, en tout cas, quand c'est possible, aller informer l'école et peut-être rassurer sur les possibilités d'accompagnement de l'école. En fait, on ne peut pas s'arrêter à un refus, en fait. Voilà. Peut-être que cette école refusera, mais qu'une autre école acceptera. On a des écoles dans le réseau qui acceptent. Après, évidemment, tous les enfants donc, à besoins spécifiques, donc en fonction de leurs difficultés, attention, ils ne peuvent pas, donc en fonction du degré de leur difficulté, ils ne peuvent pas se retrouver dans à chaque fois la même école ou 2 écoles ou 3 écoles du réseau qui accepteraient en fait. Voilà. Mais la première chose à faire en tout cas, c'est d'aller informer. D'accord, ok. Merci beaucoup. J'ai une question qui va être un peu longue, je vais la lire. La personne a pris le temps d'écrire, donc je vais prendre le temps de lire. Je crois que c'est Yolande qui a écrit « Mon enfant a 5 ans, il zozote encore, donc trouble phonologique S-H-G-U-E, ne finit pas ses mots comme il se doit. Il a été suivi par une orthophoniste. À notre première consultation, la spécialiste nous a demandé de consulter un ORL qui, à son tour, a diagnostiqué un frein de langue et un volume prononcé de végétation. L'ORL a fait une chirurgie pour le frein de langue, mais pour les végétations, le deuxième ORL que nous avons consulté a dit que ce n'était pas nécessaire, que l'enfant aille au bleu. Il a déjà 5 ans et il est en pleine croissance. Du coup, il le voit tous les 2 mois et l'a mis sous traitement. Ma question est de savoir si le traitement pour l'aider à ne plus dormir la bouche ouverte, ronfler moins, l'aideront à mieux parler. Alors, le traitement médical, dans le cas de ce que la dame explique, je ne pense pas que le traitement médical va suffire. C'est pour ça qu'il existe des logopèdes orthophonistes. Parce que voilà, il y a d'autres choses à travailler en fait, notamment les praxis, etc. Puis elle parle de troubles phonologiques aussi. Donc troubles phonologiques, voilà. Donc elle parle de zozotement, mais elle parle de placement de la langue. Le trouble phonologique, c'est pas vraiment le placement de la langue, bien que les deux peuvent se rencontrer. Mais dans ce cas-là, voilà. Donc elle explique que l'enfant a été suivi par une logopède. Je ne sais pas c'est dans quel pays. Gabon. Ok, alors pourquoi pas retourner près de la logopède ou de l'orthophoniste. D'accord. Et après, je sais que parfois, il y a des impératifs financiers aussi chez les parents, mais pourquoi pas demander à être conseillé sur les exercices à faire à la maison. Il y a ce qui s'appelle aussi des interventions, on va dire, indirectes. On n'est pas toujours obligé de travailler avec l'enfant. On peut aussi travailler avec le parent et guider le parent sur les choses à mettre en place. D'accord. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Je vais vous poser, je crois qu'on a encore quelques minutes, je vous pose les 2 questions que j'ai devant les yeux. La première question, c'est est-ce qu'un enfant dyslexique a la capacité de faire des études supérieures dans l'enseignement général? Alors, je suis très contente d'entendre cette question parce que Orthokin travaille avec tous les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, mais c'est vrai qu'on a essentiellement des enfants dyslexiques, dysorthographiques. Alors, oui, évidemment qu'il y a des enfants dyslexiques qui font l'enseignement général, mais la grande question à se poser d'abord, c'est est-ce que votre enfant qui est dyslexique a envie de faire l'enseignement général? Peut-être qu'il n'a pas envie de faire l'enseignement général. S'il a envie de faire autre chose, des études professionnelles, ben, pourquoi pas? Le plus important, c'est qu'il fasse en tout cas ce qu'il aime. Après, en fonction des difficultés qu'il a, peut-être que l'enseignement général peut ne pas lui correspondre, mais c'est l'enfant aussi qui va être le moteur. Moi, j'ai notamment eu un grand, il n'y a pas très longtemps, au final, donc on le poussait vers des études de qualification, voilà, des études techniques. Et lui, il avait qu'une envie, c'était faire l'enseignement général. Son but, voilà, c'était d'entrer dans des études de médecine et au final, il a réussi son cursus d'enseignement général. Voilà, il s'est accroché, il a été entouré et il a réussi. Donc super. Voilà. Super. L'autre question que j'ai devant les yeux est la suivante. Comment faire pour accompagner ce type d'enfants, donc des enfants à besoins spécifiques, dans un environnement où tous les types d'intelligence ne sont pas valorisés dans notre système éducatif? Il faudrait reconnaître que le système éducatif en Afrique ne favorise pas le développement de ces enfants. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport à cette question? Alors, donc, généraliser et dire que le système éducatif africain ne valorise pas donc, les différentes formes d'intelligence, je ne veux pas dire le système éducatif africain. Je connais des écoles aussi
en Afrique qui, au final, valorise. D'accord. Maintenant, voilà, si donc un parent qui juge que, de nouveau, que son école voilà, que ça adhère pas à sa vision, de nouveau, le plus important, si vous avez un enfant en difficulté qui a été testé, demandez en tout cas aux professionnels d'aller à la rencontre de l'école pour pouvoir parler de tout ça en fait. On va pas changer les choses du jour au lendemain, mais en tout cas, on y gagne à communiquer. Voilà. Alors il y a notamment une maman, nous, de notre réseau, du réseau Orthokine. C'est une maman qui est illustratrice pour enfants. Donc il y a peut-être des gens qui ont vu ça sur Facebook. Il y a un truc génial qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une BD qui parlait des difficultés de son enfant et qui expliquait aussi quelles étaient les petites choses utiles à mettre en place en termes d'adaptation. Voilà. Elle a un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention, donc voilà, avec hyperactivité. Ben, vous voyez, il y a des choses comme ça qu'il est possible de faire et il faut oser rêver et la communication est importante. Aller à la rencontre de l'école, en fait. D'accord. Je vais prendre cette question. Je ne l'avais pas vue tout à l'heure, mais je vous la pose. Est-il trop tard pour un adolescent de 17 ans, retard de langage, de voir un orthophoniste? Non, il n'est jamais trop tard. D'accord. Il n'est jamais trop tard. Après, évidemment, voilà, c'est un choix. C'est-à-dire que l'orthophoniste, un orthophoniste, il va pas prendre l'enfant tous les jours de la semaine, par exemple. Enfin, ça dépend peut-être des orthophonistes, mais moi, j'estime que comme on n'est pas assez de pros, je vais pas prendre un enfant tous les jours de la semaine. D'accord. Mais en tout cas, aller voir l'orthophoniste, faire un bilan, prévoir des séances avec l'orthophoniste, pourquoi pas. Après, nous, ce qu'on fait chez Orthokine, c'est que l'orthophoniste travaille en collaboration avec des éducateurs et des animateurs, en fait. Voilà. En tout cas, il faut, voilà, il n'est jamais trop tard. Ok. Maintenant, tout dépend ce que vous attendez aussi de votre enfant. De nouveau, nous, on est très respectueux de l'enfant et on l'amène au meilleur de ce qu'il est capable de mettre en place et puis par rapport à ses atouts et ses talents. D'accord. Merci beaucoup. Je vous pose cette dernière question parce qu'il nous reste quelques minutes. Je pense que c'est une question que je vous ai posée, mais il semble que ça revienne, donc je vous la repose. Quelles sont les caractéristiques ou pathologies d'un enfant déclaré autiste? La personne demande, parce que ma nièce de 11 ans est autiste. Néanmoins, tous les tests médicaux à son sujet sont positifs: audio, reconnaissance des couleurs, réactivité sonore, reconnaissance des objets, etc. Mais elle ne parle toujours pas jusqu'aujourd'hui. À quoi est-ce que cela peut être dû? Alors, répétez, l'enfant à quel âge? 11 ans. Ok. Alors, le contact, donc moi je suis pas spécialiste de l'autisme, ça je tiens à le dire en fait. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je m'expose rarement sur les enfants autistes. Je suis des enfants autistes, mais je suis pas docteur et puis je suis pas ma spécificité. J'ai bien fait des formations dans l'autisme, mais c'est pas ma spécificité. Après voilà, on a le contact oculaire qui est pas établi. Ça peut être sur la personne ou sur l'objet. Voilà, donc l'enfant qui a difficile à entrer, donc comme je le disais, en interaction. Il y a des enfants qui peuvent faire du flapping. Il y a des écholalie qui peuvent apparaître. Donc l'enfant qui répète, voilà, qui peut répéter en boucle ce que vous dites. Il y a des enfants qui adorent, par exemple, certaines activités, qui peuvent avoir une fascination pour les lettres, pour les chiffres. Voilà, donc ce sont des enfants il y en a qui ont tendance à s'isoler. D'accord. Voilà en gros quoi. Voilà. D'accord. Mais je vous dis, je ne suis pas spécialiste de l'autisme, j'insiste là-dessus en fait. D'accord. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là pour les questions parce que je veux vous donner l'opportunité de parler aux internautes et en fait, je vais vous donner quelques minutes, peut-être pour un mot de fin à l'endroit de tout ce qui nous ont écouté ce soir, avant moi de clôturer, parce que je crois que vous avez des choses à dire ou des choses sur lesquelles vous voudriez mettre l'accent par rapport à Orthokine ou par rapport à ce que vous faites. Et donc, je vous donne la parole. Alors, oui, Orthokine, ça a été donc une vision qui est née donc du coup en Europe, voilà. Et puis l'idée était vraiment de rassembler les gens, etc. C'est un pari réussi. Nous, on fonctionne en tout cas grâce à la collaboration des gens, vraiment grâce à la collaboration des gens. Alors du coup, je voudrais vraiment remercier tous les parents du réseau parce que si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas avancer comme on le fait.
Voilà, c'est beaucoup de remerciements que je veux dire. Je remercie aussi tous les professionnels qui s'intéressent à ce qu'on fait, tous les pros qui sont en demande de formation et qui viennent en nos lieux, donc les psychologues scolaires, voilà, qui demandent à pouvoir être outillés en termes de tests, etc. Voilà. Alors, on n'est pas parfait. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On essaie de fonctionner donc en équipe pluridisciplinaire. Voilà, avec des gens qui ont des spécificités et des talents ici dans ce pays. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc oui, je répète souvent, notre richesse, c'est notre différence. Et puis voilà, le plus important, c'est de collaborer et d'avancer ensemble et croire aussi que en Afrique, voilà, on est capable de mettre en place beaucoup de choses. Alors je remercie aussi, j'en profite pour remercier tous mes collègues de la Fédération des orthophonistes d'Afrique francophone. Voilà, vous m'avez appris beaucoup de choses parce que voilà, je ne le cache pas, moi j'ai débuté donc ailleurs, en tout cas pas en Afrique, et vous m'avez appris beaucoup de choses. Et voilà, vous m'encouragez par tout ce que vous mettez en place, etc. Et voilà, et donc voilà, un grand merci en fait à tout le monde et à vous aussi. Oui. D'accord. Ben, je pense que tous ceux qui sont connectés ce soir peuvent m'aider à encourager Madame Jessica Ikete, qui nous a vraiment édifié ce soir, vraiment fait du bien, non seulement à nous, mais aussi à tous ceux qui sont connectés à nous. Je pense à l'éducation de nos enfants. Donc j'aimerais un maximum d'acclamations, d'encouragement, de cœur, de likes, et aller voir ce qu'elle fait et ce dans quoi elle a impliqué au niveau de Kinshasa, Orthokin. Donc on vous mettra les liens. Et j'attends qu'elle m'envoie donc le reste. On le mettra sur ma page pour que vous puissiez aller voir et bien sûr apporter l'aide que vous pouvez apporter. Et je crois qu'alors que nous participons à ce que Dieu fait avec elle là-bas, ben en réalité, nous semons aussi pour ici. Et nous nous préparons à élever des structures ici au Gabon pour être en bénédiction au plus grand nombre. Donc voilà, Jessica, merci énormément. Merci pour votre disponibilité. Je vous ai découvert, je vous ai rencontré au travers d'une amie commune et merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous avez accordée en venant nous parler, parce que je considère que pour moi c'était une opportunité. Et merci pour votre disponibilité, merci pour votre temps. Je sais que vous êtes très occupé. Et donc voilà, donc je pense qu'une collaboration vient d'être établie entre vous et nous. Donc j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire par la suite. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je veux dire merci à tous ceux qui nous ont retrouvés ce soir. C'était notre première conversation et comme garanti, nous avons passé de très bons moments. Je vous rappelle que chaque samedi, à partir, ou du moins à 18 h, nous serons ensemble pour des conversations sur des sujets, les sujets qui forgent la société et qui, de mon point de vue, sont cruciaux, particulièrement pour nous. Vous qui me suivez, mais aussi pour nous, moi que je considère être homme d'église. Et je pense que l'église doit s'ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir avoir un impact. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons donc samedi prochain à la même heure pour une conversation édifiante. Bye bye.